Et bonjour à tous, vous êtes sur G d'interview. Et aujourd'hui, j'accueille quelqu'un dont vous devez sûrement reconnaître la voix parce qu'il a été très présent sur Radio Rollist. Mais c'est également un peu une figure de proue du jeu alternatif sur Trop Long Palu parce qu'il a écrit quelques petits jeux, énormément de petits jeux. Mais il a écrit également quelques très gros jeux, on va en parler avec lui, monsieur comme Martin. Salut. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, alors moi dans la vie je suis prof, dans la vie civile, et puis sinon effectivement je suis créateur, on va dire créateur, c'est bien créateur de jeux de rôle depuis 5 ans maintenant. Donc bah, tu l'as très bien rappelé, hein, j'ai commencé par écrire des mini-jeux de rôle inspirés notamment par mon amie Melville qui elle-même avait été inspirée par Grand 8. J'ai fait ça pendant à peu près un an. J'ai écrit plusieurs dizaines de petits jeux, puis je continue un peu de temps en temps. Et à côté de ça, j'ai fait plusieurs jeux un petit peu plus longs, bon, qui sont par rapport aux standards de l'industrie, on va dire, assez modestes. Mais donc j'ai financé et écrit d'abord Green Dawn Mall au printemps 2020, deux étés au printemps 2021. Pendant ce temps, dans le métro, ça c'était l'automne dernier, grosso modo. Et là, on est en février 2022, au moment où on parle, et c'est Aventure à Plume que je suis en train de financer. Donc en gros, voilà, c'est à peu près, c'est un peu le rendez-vous annuel, quoi, de faire un jeu, puis de temps en temps, j'en fais un peu plus. Voilà. Est-ce que tu te souviens le premier jeu de rôle auquel tu as joué et est-ce que c'était une bonne partie? Oui et non. Ouais, ouais, je m'en souviens, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, je crois. Je suis pas sûr que c'était le tout premier. En fait, moi, j'ai découvert le jeu de rôle, c'était avec, par un ami de mon grand frère qui nous avait. Alors, je me souviens, le premier jeu de rôle que j'ai découvert, c'était c'était James Bond, le jeu de rôle là, des années 80, qui est assez vieux. Et en fait, à l'époque, bon, je sais pas, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça, peut-être même un peu plus jeune. Et j'avais trouvé ça juste trop cool de me dire, ouais, il y a des jeux où tu peux faire des héros de films et tout, machin. Mais j'y avais jamais joué. Après, il nous avait parlé de INSMV, où pareil, je crois que c'était la première édition à l'époque. Et j'avais trouvé le concept hyper cool. Mais en vrai, le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Shadowrun. Pourquoi? Honnêtement, je sais pas trop. Je crois que peut-être que cet ami nous l'avait prêté, peut-être qu'on l'avait acheté, je sais plus. Mais la partie était catastrophique parce qu'en fait, bah, Shadowrun, je crois que c'était la troisième édition à l'époque, c'est quand même une sacrée usine à gaz. Et bon, je m'étais tapé le bouquin, j'avais genre 12 13 ans, et j'avais joué avec mon frère et un de ses potes. Et en fait, voilà, j'ai vraiment bien mémorisé les règles et tout machin. Et puis je commence, je leur fais la petite scène d'intro, voilà, machin. Vous êtes contacté par Monsieur Johnson, il est dans sa voiture, il vous donne une mission, voilà, voilà. La mission c'est ça. Est-ce que vous acceptez? Et là ils me font non, non, on va pas le faire. Et en fait, je savais pas comment réagir. Et j'ai fait mais non, vous avez pas le droit. Et puis je suis parti de la pièce et j'étais super vexé. Et après, je crois qu'on a à peu près fait une espèce de semblant de partie avec une baston catastrophique. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Ouais, les premiers temps n'étaient pas glorieux. Après, j'ai fait du Warhammer où c'était pas beaucoup mieux non plus. Donc ouais, ouais, j'ai eu ma grosse période jeu tradi. Donc en fait, tu as commencé en tant que MJ, t'as Ouais. pas fait le classique commencer en tant que joueur et puis avoir voulu faire Écoute, toi je derrière. crois pas. Non, non, j'ai été assez peu joueur depuis toujours en fait. Dans mon groupe de joueurs quand on était au lycée, enfin de rôlistes quand on était au lycée, j'étais un peu joueur de temps en temps. Mais c'était quand même souvent moi le MJ. Moi j'ai toujours bien aimé être MJ et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé vers la création ensuite, quoi. Côté un peu, tu vois, englobant, quoi. Donc basiquement, est-ce que tu préfères maîtriser que jouer ou c'est plus la force des choses qui ont fait que? Je pense que je préfère quand même maîtriser. Je pense que j'aime bien quand même raconter des histoires, que ce soit autour d'une table, que ce soit dans un jeu, que ce soit à travers un bouquin, que ce soit à ma fille le soir. J'aime bien ça. Donc je préfère ça quand même. Après, j'aime bien être joueur aussi, hein. C'est pas, tu vois, c'est pas du 100%. C'est vrai que la force des choses fait que je suis beaucoup plus souvent MJ que joueur, mais
ouais, quand on me propose un truc, moi ça me va aussi, hein. Quel a été pour toi le ou les jeux qui t'ont vraiment marqué, ceux auxquels tu as joué un nombre d'heures complètement inavouable? Inavouable, je sais pas, moi j'avoue tout, hein. Non, alors, un jeu qui m'a donc dans ma période tradi, il y a eu plusieurs grosses périodes. Il y a une grosse période vampire où pour le coup j'étais pas MJ, ça m'intéressait pas trop d'être MJ à vampire, mais on y a beaucoup beaucoup joué. On a fait des grosses campagnes on a réussi pas mal, je pense, à éviter le côté un peu jeu de super-héros qui se l'avoue pas. On jouait un peu street level et tout. Enfin, c'était vraiment vraiment sympa. J'en ai des bons souvenirs. Et en tant que MJ, j'ai fait énormément jouer à l'appel de Cthulhu sous à peu près toutes ses formes. On a fait une campagne années 30, on a fait une campagne, on a fait les masses de Nyarlathotep qu'on n'a jamais fini, Comme tout le monde. comme tout le monde, ouais. J'ai fait beaucoup, beaucoup de Delta Green aussi. J'ai fait une campagne qui a dû durer, je crois, 3 ans. C'était ma plus longue campagne. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment les gros gros jeux tradis. Après, quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux indés, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas, 7-8 ans, un truc comme ça. J'ai pas mal joué à Influenza de Thomas Munier. Ça a été vraiment la grosse grosse révélation au niveau de ce que ça pouvait être un jeu, ce qu'on pouvait faire, le jeu sur MJ. Enfin, je me suis un peu tout pris dans la tronche en même temps, donc ça, on y a pas mal joué. Et en dehors de tout ça, je pense que mon jeu que j'ai le plus poncé, entre guillemets, c'est sans doute Titrasby. Ce fabuleux jeu de rôle surréaliste sans dés, etc. Donc j'ai fait une grosse campagne et pas mal de one-shot et qui m'a inspiré d'ailleurs pendant ce temps dans le métro dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est un peu les quatre que je citerai comme ça de tête. Après, il faudra que je regarde mes notes. Du coup, t'es plus un joueur de campagne ou un joueur de one-shot? Je crois que je suis plus un joueur de campagne quand même. Enfin, je fais quand même pas mal de one-shot aussi. Mais ouais, j'aime bien prendre un peu le temps, quoi. C'est vrai que je les ai pas cités dans les jeux que j'ai beaucoup joué, mais bah, je joue forcément beaucoup à mes propres jeux, ne serait-ce que pour des questions de playtest. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça, je pense que mes derniers jeux sont plutôt, enfin, peuvent se jouer en one shot, mais sont quand même plutôt pensés pour des campagnes parce que c'est un peu ma pente naturelle, quoi. Après, quand je dis campagne, voilà, je te parlais de campagne qui dure 3 heures et tout. Ça c'est fait longtemps que c'est plus le cas, hein. En vrai, mes campagnes, tu vois, je t'ai dit, on a fait une campagne d'Itrasby hyper longue. En fait, c'était 15 séances. Ce qui, pour d'autres joueurs, je pense, c'est rien du tout. Et en ce moment, quand je fais des longues campagnes, entre guillemets, c'est genre 7-8 séances, quoi. C'est waouh, incroyable. Et 7-8 séances de 2-3 heures, tu vois. C'est pas des séances de 4 heures et tout, quoi. Pour moi, ça, c'est long maintenant. Ah ouais, ça a changé l'époque où on pouvait prendre tout le week-end pour faire un bout de campagne. On a joué pendant 48 heures Ah, d'affilée. j'en connais qui font encore ça, hein, mais Ouais, je sais. ça demande un peu plus de. J'ai plus, même moi, j'ai plus la force, quoi. J'ai plus l'énergie pour ça. Puis réussir à réunir tout le monde en même temps, c'était plus simple quand on était en cours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu es plutôt personnage prétiré ou création de personnage? Ah bah création de personnage pour le coup, parce que qui dit campagne pour moi dit aussi une séance, pas forcément une séance dédiée à ça, mais au moins un bout de séance où tu fais la session zéro, quoi. Donc tu crées le contexte, tu crées les personnages, leurs relations, etc. C'est vraiment, ouais. Pour moi, les deux, je me verrais pas autant un one shot avec un personnage princiré, me pose pas de problème. Une campagne avec des pré-tirés, je pense que ouais, ça me lasserait un peu, quoi. Si tu souffrais d'une terrible malédiction qui ne te permettait de ne plus jouer qu'à un seul jeu de rôle et qui serait impossible d'en faire un autre et qui serait pas un des tiens, lequel ce serait? Ah, tu peux bien le préciser. Euh, ouais, je pense que ce serait Itrasby quand même. Ça aussi, je l'ai déjà beaucoup dit, mais Itrasby, ça a été ma deuxième claque en fait après Influenza en termes de maîtrise aussi, justement d'apprendre à lâcher prise, à faire beaucoup entrer les joueurs et les joueuses dans le construction du récit, de l'improvisation. Puis c'est un univers voilà, hyper cool, univers un peu onirique, surréaliste et tout. Et en fait, à chaque fois que je joue à Itrasby, j'essaie d'y jouer d'une manière différente. Plus souvent pour pas me lasser. Et donc j'ai fait des expériences assez diverses du jeu. J'ai fait donc, voilà, une campagne assez classique.
J'ai fait une partie qui avait duré 24 heures pour la sortie de la version française du jeu. J'ai fait du It Race by Night où les persos c'était des vampires, donc voilà, croisé avec mon amour de vampires, quoi. Et puis la dernière campagne que j'ai faite, donc encore une fois, qui a mené à pendant ce temps dans le métro, c'était une campagne qui se passait entièrement dans le métro d'It Race, quoi. Et je pense vraiment que je suis loin d'avoir épuisé le concept. J'ai en tête un de ces jours, je pense que je le ferai. J'aimerais bien faire du Hit Rasby punk. Donc, au lieu d'avoir un décor années 20, avoir un décor plus années 80 avec une cité un peu crado, avec des flics qui tapent sur des manifestants et tout. Je pense que ça peut être une ambiance intéressante aussi. Et voilà, j'ai coutume de dire qu'avec Hit Rasby, tu peux quasiment tout faire, mais c'est vrai, en fait. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été démenti, quoi. Quel jeu conseillerais-tu pour débuter dans le jeu de rôle et qui ne serait pas un des tiens? C'est moins évident pour moi parce que euh, je trouve qu'il y a pas mal de jeux courts qui font bien le boulot de faire découvrir le jeu de rôle. Un jeu comme Honey Eyes, donc, qui a été traduit par l'Amiguix comme Objectif Miel, qui est originalement un jeu de Grand O8, qui est dispo sur Tourmente Palu et assez efficace en tant que joueur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles, tu comprends tout de suite le truc, t'es un ours, tu vas voler du miel, c'est assez rigolo, la partie est courte et tout. Ce qui est plus compliqué, c'est les jeux en tant que MJ ou à narration partagée, parce que souvent, ben, les jeux courts te donnent, enfin, partent du présupposé que tu sais un peu faire. Et un jeu qui te guiderait en tant que facilitateur, facilitatrice ou MJ, là, comme ça, j'en ai pas forcément en tête. Euh, je suis pas hyper spécialiste de ce genre de choses. Mais par contre, clairement, je pense que je conseillerais un jeu indé. Je pense qu'au niveau il se trouve que en fait, dans mon métier de prof, j'anime un club de jeux de société, jeux de rôle. Et la première fois que je l'avais fait, j'avais ramené quelques bouquins qui m'avaient été offerts par des éditeurs et tout, puis de ma collection. Et bon, les gros trucs de 200 pages, clairement, les élèves, ils peuvent pas, quoi. Tu vois, ça les fait flipper. Ils ont pas l'habitude de lire autant et tout. Alors que tu leur poses un truc sur la table, comme, je sais pas, un Psy Run ou un truc comme ça qui fait 50 pages. Et là, voilà, l'enjeu est déjà moins fort. Donc ce serait un jeu court, ça c'est sûr, après lequel, comme j'ai pas le droit de citer un de mes jeux, je te dirais que je ne sais pas. Et si tu triches un petit peu à la règle, tu citerais. Bah, si je triche un petit peu, Ouais. il se trouve que j'ai eu pas mal de retours à propos de Grindon Mall en ce sens, où pas mal de gens m'ont dit que pour se mettre à la maîtrise ou se remettre à la maîtrise, c'était pas mal parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de tables aléatoires, il y a des règles qui te guident pour créer ton centre commercial, qui te prennent un peu par la main et que du coup, justement, il n'y avait pas trop à faire appel à de l'improvisation. Ça te prenait un peu par la main et que c'était moins impressionnant du coup. Donc voilà. Moi je l'aurais pas forcément vu comme ça, mais vraiment, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, donc maintenant j'y crois et je le dis aussi. Pour toi, quelle est la unique, meilleure chose à propos du jeu de rôle? La meilleure chose, une seule chose unique, je pense que c'est un outil euh, qui est assez incroyable pour développer l'imagination et l'improvisation. Moi, je sais que voilà, mes capacités d'improvisation, de rebondir, d'inventer des trucs, c'est vraiment grâce au jeu de rôle et c'est des choses que je réinjecte dans ma vie, que ce soit dans mon boulot, que ce soit à d'autres occasions. Euh, voilà. C'est un peu, ouais, je dirais ça, une espèce de canalisateur d'imaginaire, quoi. Donc on va peut-être quand même un peu commencer à te parler de Aventure à Plume, hein, donc, qui est actuellement sur Game on Tabletop. Donc de la même façon que tu t'es présenté, est-ce que tu pourrais nous le présenter en quelques mots? Ouais, bah, en quelques mots, c'est assez simple. La façon la plus courte d'en parler, c'est de dire que Aventure à Plume, c'est un jeu qui est inspiré par la bande à Picsou, à la fois le dessin animé et puis les bandes dessinées. Et c'est un jeu qui se joue sans dés, qui est très vaguement inspiré du système Belonging Outside Belonging, mais
Voilà, vraiment vaguement, dans le sens où en fait les personnages sont des archétypes qui reprennent évidemment les archétypes de l'œuvre d'origine. Donc l'idée, c'est que tu prends un des archétypes qui a à chaque fois un défaut et une qualité, genre par exemple le pain gros grand cœur, hein, au hasard. Et puis tu vas le personnaliser un petit peu, et puis tu vas faire ton groupe de personnages et envoyer ces personnages dans une aventure, évidemment, à plume. Et en fait, de la même manière qu'il y a des playbooks de personnages, il y a des playbooks d'aventure. Il y a 4 types d'aventures différentes de base. Par exemple, une chasse au trésor, une exploration, des choses comme ça. Et pareil, en fait, tu as une fiche que tu vas personnaliser, tu vas choisir les obstacles, le type de trésor, etc. Et ensuite, bah, c'est parti, quoi. Donc, en fait, j'ai pris ce système-là parce que justement, le système Outside Belonging, où tu joues à la fois un personnage et un élément du décor, ça faisait un peu trop de surcharge mentale pour moi. Et j'avais besoin, que ce soit pour moi, enfin, j'avais envie plutôt, on va dire comme ça, de créer un jeu qui prend les joueurs par la main, qui les aide à traverser une histoire de A jusqu'à Z, tout en laissant suffisamment de mou pour y amener leur propre truc, quoi. Donc c'était un peu ça l'ambition. Et un jeu en fait où tu joues des aventures pulp assez légères me paraissait le bon champ d'expérimentation pour ça, quoi, on va dire. Alors c'est vrai que ben, tu as gardé le système pas de dés, le système ben, des livrets de personnages. Après, est-ce que du coup tu as pas retrouvé une certaine difficulté dans la forme de jouer ben, des jeux Bob, pour faire plus court, sur le fait Ouais. que ben, c'est les joueurs qui vont devoir exprimer leur volonté d'échouer pour faire avancer la narration? Pas tant que ça. Alors effectivement, donc l'idée d'Aventure à Plume, c'est que, enfin, il y a une seule mécanique de résolution qui est, en gros, si tu veux réussir complètement une action, il faut que tu te vautres un petit peu, on va le dire comme ça, dans le défaut de ton personnage. Donc je disais par exemple, le personnage pas un gros grand cœur, s'il veut réussir complètement une action, il va falloir qu'il sacrifie quelque chose de coûteux. C'est comme ça que c'est énoncé dans le livret. S'il ne fait pas ça, le joueur, le personnage, l'action peut réussir avec une complication ou alors elle va échouer. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté avec deux étés, donc mon jeu qui était aussi un jeu sans dés, dont le système était assez différent, mais dans deux étés, l'idée c'est que tu as des traits et des circonstances qui vont s'additionner pour essayer de faire face à une difficulté posée par le MJ. Et que si par exemple la difficulté est de 4 et que tu arrives à aligner que 3 choses, tu peux réussir avec une complication ou échouer. Si la difficulté est de 4 mais que tu arrives à aligner que 2 choses, ce sera 2 complications et ainsi de suite. Et en fait, franchement, l'expérience m'a prouvé que dans ce genre de jeu-là, où en fait il n'y a pas un énorme enjeu à réussir, et c'est encore plus le cas dans Aventure à Plume, où au final, quand tu regardes un peu la bande à Picsou, c'est des personnages qui sont souvent un peu gaffeurs, et donc ils vont échouer autant que réussir, et leurs échecs vont être marrants, ou vont amener quelque chose. C'est pas... voilà, c'est du... Pour parler un peu en des termes théoriques, c'est le fameux fail forward, c'est-à-dire que même si tu échoues, ça va amener quelque chose à l'histoire, ça va faire avancer l'histoire. Et en fait, voilà, c'est vraiment cohérent avec le canon esthétique. Et du coup, les joueurs, y vont, quoi. Les joueurs, y vont sans problème. Euh, il y a le double truc, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette condition de réussite, donc tu as envie de le faire parce que tu as envie de voir un peu comment ça marche, tu as envie t'as envie que ton personnage réussisse, hein. Et en même temps, il y a le côté, bon, mais si je rate, c'est pas très grave parce que c'est rigolo, parce que ça va amener quelque chose. Et donc, les deux fonctionnent assez bien, quoi. Par contre, là, le truc qui a été effectivement, qui est un peu plus compliqué et qui est aussi propre au jeu Bob et au jeu sans MJ alors c'est plus un jeu en MJ tournant en réalité, mais on va dire sans MJ en général, c'est au niveau du rythme.
c'est vrai que les Bob, ils sont sur un rythme qu'on appelle le idle dreaming. Mathieu B en parle notamment un petit peu sur son blog, c'est-à-dire c'est un rythme finalement assez lent où tu vas souvent avoir passer d'un point de vue à l'autre, c'est-à-dire passer du point de vue du personnage à un point de vue un peu plus surplombant où tu discutes entre joueurs, genre tiens, et là on pourrait faire une scène sur machin et tout. Ce qui marche très très bien quand c'est des jeux voilà, sur un temps long, où tu parles d'une communauté, il n'y a pas de souci. Dans un jeu où l'idée c'est de faire des aventures pulp, donc voilà, qui pulsent un peu, quoi, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'outils dans Aventure à Plume pour t'aider à tenir ce rythme-là. Mais c'est vrai que quand tu joues en mode MJ tournant, il y a un peu un côté, comme je le dis dans le bouquin, un peu scénariste autour de la table. Donc il faut accepter que bah, de temps en temps, tu vas te détacher de ton personnage, tu vas raconter autre chose, etc. Et comme je sais que c'est quelque chose qui convient pas forcément à tout le monde, en fait le jeu a aussi un mode avec MJ qui est pas très différent au final. Où là, pour le coup, voilà, il y a une personne qui prend en charge le fait de raconter l'histoire, et les autres jouent vraiment leur personnage. Et là, tu es vraiment dans un truc, une histoire pulp, où tu incarnes un personnage, où tu es tout le temps dans le truc. Donc il y a les deux. Voilà, j'ai rajouté ce mode avec MJ après parce que je me suis rendu compte qu'au niveau du rythme, ça posait des difficultés à certaines personnes, le mode MJ tournant, quoi. Alors c'est vrai que du coup dans le jeu tu proposes beaucoup de cadres, que ce soit au niveau du groupe de joueurs, donc avec les pré-tirés classiques qu'on peut avoir dans les aventures de l'œuvre originale encore une fois. On a également donc toutes ces aventures clés en main à définir soi-même. Est-ce que du coup on peut vraiment bien les utiliser qu'on joue avec MJ ou en MJ tournant? Ou est-ce que ça reste quand même plus simple de gérer une aventure s'il y a quelqu'un qui la prépare en amont? Alors non, pour le coup, vraiment le principe du jeu, c'est de jouer sans préparation. C'est-à-dire, je pense même que, si on joue avec préparation, ça peut être un peu dommageable. Je vais te donner un exemple, c'est qu'en ce moment, on est en train de faire une campagne du jeu, avec un groupe, et en fait, donc une campagne du jeu, grosso modo, c'est tu les types d'aventures. Et sur les fiches d'aventure, c'est prévu, c'est-à-dire que tu as une espèce d'option avec un fil rouge qui va aller d'une aventure à l'autre, et dans chaque aventure, il va y avoir un petit truc qui t'amène à l'aventure suivante. Genre, t'es pendant une chasse au trésor, et puis tu croises un rival qui te dit ah, on se retrouvera, et puis l'aventure d'après, tu confrontes ce rival. Pendant que tu le confrontes, tu trouves un indice sur qui était ton père, donc l'aventure d'après, tu vas chercher qui était ton père, etc. Et en fait, quand on a lancé cette campagne, on a fait donc une espèce de session zéro pour créer les personnages, etc. Et moi j'étais juste facilitateur, hein, pour le coup, c'est en mode MJ tournant. Je me contente de regarder, de prendre des notes pour le jeu et tout. Et en fait, les joueurs ont commencé à dire ah ouais, puis du coup on pourrait commencer par telle aventure, comme ça après on fait telle autre aventure, et puis ensuite on fait celle-là, et puis comme ça l'arc narratif ce serait machin et tout. Et en fait, on s'est rendu compte, on n'avait pas forcément anticipé que, bah, du coup, au bout de 2-3 aventures, comme c'est un jeu qui est quand même pas mal basé sur l'improvisation, où tu vas ajouter des choses au fur et à mesure que tu n'avais pas prévu, à un moment, ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, du coup, là, notre fil rouge, c'est pas qu'on s'est piégé, mais ça devient un peu plus compliqué. Il y a des trucs qui sont un peu, comment dire, casés au chausse-pied, etc. Donc, au final, voilà, on s'est rendu compte que non, non, il faut mieux ne pas trop préparer, ou alors juste avant la partie, pour pas se retrouver dans cette optique-là. Et le jeu vraiment te fournit les outils pour ça. Tu vois, encore l'autre jour, on a fait une partie sans MJ, on a fait à peu près une demi-heure de préparation pour se répartir les persos, choisir le type d'aventure, etc. Avec des pré-tirés pour le coup. Et puis ça fait une partie de 1 heure et demie derrière, qui aurait pu être un peu plus longue, mais c'est un peu ça le ratio. Donc voilà, c'était pas ta question d'origine. Toi, tu parlais plutôt des campagnes, je sais plus. Ouah, mais c'est pas grave. C'est la base de partir un peu Mais dans tous les sens. ouais, non, mais après, voilà, c'est vrai que le jeu est fait aussi à la fois pour jouer en one shot et en campagne. Et en fait, ce travail de préparation, il est payant. Enfin, ce travail, cette phase de préparation, on va dire plutôt, elle est payante en campagne parce que tu vois, je te dis une demi-heure. En fait, ça, tu as besoin de le faire qu'une fois, de créer les personnages, etc. Ensuite, une aventure, vu que c'est juste une feuille avec. Soit tu prends une aventure pré-tirée
soit tu as une feuille avec des éléments à remplir, ça te prend un quart d'heure. Donc en fait, quand tu fais une campagne, c'est assez vite rentabilisé, quoi. D'ailleurs, est-ce Ok. que c'était une volonté de faire des aventures qui soient plus courtes, plus pulp au final? Parce que c'est vrai que si, quand tu lis les règles, c'est clairement dit, c'est pour des parties de 2 à 3 heures en one shot, même si après on peut faire fonctionner plein de one shot les uns avec les autres avec cette fameuse notion de fil rouge. Mais est-ce que donc tu as quand même eu vraiment cette volonté de pas faire des aventures qui s'étiolent sur des séances et des séances? Ouais, ouais, ça c'était vraiment présent dès le départ, dans le sens où ça me paraissait assez clair que si tu voulais faire une aventure pulp avec un rythme soutenu, ça pouvait pas durer des heures. Et c'est le cas aussi, je trouve, pour les one-shots improvisés. Tu vois, on parlait de Influenza tout à l'heure. Bon, bah, Influenza, tu peux faire des parties de 3-4 heures, mais moi, c'est pas comme ça que j'y joue. Et souvent, au bout de 2 heures d'impro, ça te demande quand même de l'énergie. Et, euh, et après, tu vas tourner un peu en rond, etc. Donc, ouais, ça, c'était présent dès le départ. Mais la volonté de jouer, d'avoir un mode aussi en campagne était aussi présente dès le départ parce que bah justement, je trouvais que euh, le défi c'était ça en fait, c'était de faire des personnages archétypaux, mais qui soient quand même suffisamment intéressants et avec suffisamment de, on va dire, comment dire, de profondeur potentielle pour que tu aies envie de les jouer plusieurs séances, quoi. Alors après, voilà, quand je dis campagne, c'est raccord avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une campagne, ça va être 5-6 épisodes, pas beaucoup, beaucoup plus. Je pense qu'après, plus que ça, tu commences un peu à tourner en rond aussi, quoi. Mais il y avait cette idée-là, quoi. C'est-à-dire, on se retrouve sur des périodes courtes, euh, mais plusieurs fois. Ce qui d'ailleurs permet aussi, on l'a expérimenté une ou deux fois, de faire plusieurs épisodes dans la même soirée, quoi. Tu pourrais très bien faire 2 épisodes d'1 heure, donc très très court, coup sur coup. Ça marche aussi, quoi. Je me demandais depuis combien de temps tu étais sur ce jeu, étant donné qu'en août dernier, on en a discuté hors caméra, tu m'avais Ouais, fourni la version 0.2. Je vois que ouais. maintenant on en est à la 0.6. Donc, depuis combien de temps tu travailles sur Aventure à Plume? Écoute, c'est un temps de travail très long pour moi, puisque je me suis mis il y a quasiment un an. Euh, Je sais plus quand est-ce que j'ai eu l'idée exactement. Ce que je sais que ma première partie test, c'était. Non, je te dis un an, c'est pas vrai, parce que ma première partie test, ça devait être en juin dernier. Donc, ouais, ça fait à peu près depuis juin dernier, avec des petites pauses, parce qu'entre-temps, j'ai finalisé pour l'instant dans le métro. Mais ça a commencé à peu près là, avec voilà, un gros travail intensif depuis à peu près. Ouais, je dirais novembre, décembre dernier. En général, c'était la même chose pour Green Dawn Mall, que j'avais écrit sur un temps assez court, avec beaucoup, beaucoup de parties test. Et là, ça a été un peu pareil. Souvent, c'est ça, quoi. C'est assez rare. Une fois que je me mets à bosser sur un jeu, tu vois, il y a l'idée qui est en tête, euh, comment, j'allais dire qui pourrit, mais non, c'est pas le terme, qui Qui fermente, voilà, mature. qui mature, ouais, c'est plus positif. Euh, Pendant assez longtemps en arrière-plan, et puis une fois que je m'y mets, c'est vraiment pendant quelques mois, je vais être en mode intensif dessus, et après le financement, etc. C'est vrai que bah voilà, j'ai quand même pas mal d'idées qui me viennent de jeux, j'ai souvent pas mal d'envie. Et c'est compliqué pour moi voilà, me coller sur un jeu sur un temps assez long, quoi. Là, il y en a un jeu dont je peux pas trop parler, mais qui est en arrière-plan depuis quasiment. Ça fait au moins un an, peut-être même un an et demi. Et pour moi, c'est très très long. Donc, du coup, là, je commence à avoir du mal à le finir, tu vois, parce que c'est trop long, quoi. Et t'as perdu un peu l'élan. Ouais. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Mais ça, je pense que c'est vraiment mon expérience de faire des jeux en une page, parce que quand je faisais des jeux en une page, c'était des jeux, enfin, c'était les sorties mensuelles en fait. Et il y avait vraiment le côté, ok, j'ai une idée, je l'écris. Alors parfois, je la faisais un peu à l'avance, hein, c'était pas forcément. J'ai des jeux qui m'ont pris plusieurs mois à écrire. Mais vraiment le côté, genre, ok, là je le sors, et après c'est fini, je passe à autre chose.
Et j'ai un peu du mal à me détacher de cette routine-là. Je sais pas si c'est forcément un mal d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il se trouve que du coup, c'est comme ça que je fonctionne. Alors j'ai vu que tu avais visé un petit peu à l'international, avec Ouais. notamment en choisissant comme illustrateur Alain Gruter, qui se prononce peut-être pas Ouais, comme ça du tout, avec un style je qui sais est pas. très pop culture, donc qui est parfaitement adapté. Comment t'en es venu à travailler avec lui? Ouais, alors comment j'ai travaillé avec Alain Gruter? Je sais pas. En fait, alors déjà, quand je suis tombé sur lui, je pensais qu'il était français. En fait, il est californien. Donc voilà. Bah, en fait, j'ai fait exactement le même processus que quand j'ai cherché des illustrateurs et illustratrices pour Grindon Mall. Euh, Parce qu'avant, mes mini-jeux, en fait, soit je les illustrais moi-même, soit je demandais à des copains, notamment à Guillaume Jantet, qui s'y est pas mal collé. Et en fait, bah, j'ai cherché sur Twitter, tout simplement. Il y a beaucoup d'illustrateurs et illustratrices très très doués sur Twitter. Donc je suis allé regarder un petit peu leur portfolio, et puis tu les contactes, enfin c'est un peu de boulot quoi. Et c'est comme ça que j'avais trouvé Momatose, qui avait fait la couverture Green On Mall et à qui j'avais travaillé aussi pour 2 étés. C'était comme ça en fait, c'était vraiment en la contactant, je la connaissais pas du tout avant. Et en fait, à Gutter, c'est pareil. Je suis allé voir un peu, je sais pas, plusieurs dizaines de comptes comme ça, rebondir de l'un à l'autre. Et puis c'est comme ça que je l'ai trouvé. Il se trouve que lui, à la base, il fait plutôt des illustrations de SF, mais avec un côté un peu cartoon qui me paraissait vraiment approprié. Et du coup, ouais, ça a bien marché pour la couverture. Couverture qui, je le précise, est une collaboration comme avec Nicolas Folio, mon maquettiste, parce que c'est lui qui a ajouté le côté un peu vieillot pour faire genre faux livre et tout, qui fonctionnait très bien. Et pour l'autre, les illustrations intérieures, qui sont de El Cavara, qui est pour le coup un dessinateur français, là pour le coup c'était un peu plus simple. Parce que justement, je mentionnais Nicolas Folio. Il se trouve que Nicolas, avec Yann Van Houten, ils ont créé le jeu de rôle Sodalitas. Ils ont fait aussi le concept des aventures en une page, dans lesquelles souvent c'est Yann qui dessine, pardon, qui décide aussi sans doute. Mais ils ont eu recours à pas mal d'invités pour les dessins. Et en fait, bah, moi j'ai noté dans un coin, tiens, un tel ou une telle, ça marchera bien et tout. Et El Cavara avait fait un dessin pour eux, une illustration pour eux. Et en allant voir un peu son travail à côté, je me suis dit, ah oui, là il y a un style qui me paraît être voilà, bien marché. Et c'est la même chose pour l'illustrateur qui fera, qui illustrera les paliers, les playbooks des paliers, qui sera François Maumont, qui est aussi quelqu'un qui a bossé dans les aventures en une page et qui a pareil un style qui est vraiment, à mon avis, voilà, j'ai hâte de voir. Je sais qu'il a déjà dessiné des canards, j'ai vérifié, donc c'est bon. Et je pense que ça va être vraiment très très chouette, quoi. D'ailleurs, en parlant des paliers, donc tu proposes pas mal de choses, en tout cas en termes de nouvelles aventures qui ne seront pas écrites par toi. Donc on a quelques noms un petit peu connus de par ici, hein, comme Vivien Féasson ou Melville que j'ai eu quelques fois. On a aussi des gros noms de la scène française, hein, je pense à Guylaine, Julien Poire. Mais tu es encore une fois allé taper en dehors de la France, donc avec notamment Ray Nedjadi qui a écrit Bayan, Alec Bayan, ouais. et Grant Howitt dont on a parlé précédemment, donc qui est un peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu une de tes références à toi en termes d'auteur, Grant Howitt. Ouais, alors c'est marrant parce qu'en fait, je me retrouve pas trop dans les gros jeux qu'il a écrits, Heart, Spire, etc. C'est quelqu'un, je crois, qui est quand même très très orienté, on va dire, fantasy au sens large du terme. Que moi, un genre et un univers qui m'intéresse pas plus que ça. Euh, Pareil, dans ses jeux en cours, il fait de plus en plus des jeux plutôt humoristiques. Donc, voilà, moi, c'est pas forcément mon truc non plus. Mais voilà, disons qu'au niveau du design, c'est clair que ça a été une grosse inspiration, quoi. Et en fait, ça fait assez longtemps, j'aurais voulu déjà pour 2 étés, enfin, j'avais des idées de paliers, d'inviter des gens, et puis le jeu s'y prêtait pas forcément, la campagne non plus.
Et là, Aventure à Plume, comme ça fonctionne en playbook, je me suis dit, ouais, c'est vraiment l'occasion de convier des gens. Et en fait, là, tous les gens que j'ai conviés, c'est à la fois parce que je pensais que leur style, enfin, qu'ils avaient quelque chose qui serait intéressant d'amener au jeu, mais aussi parce que c'est des gens dont j'admire le travail et qui sont des inspirations d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc c'était une bonne manière de renvoyer l'ascenseur. Alors il se trouve que donc effectivement, pardon, ils vont faire des paliers pour faire des nouveaux personnages, de nouveaux types de personnages, de nouveaux types d'aventures. Bon, je pense que quand même, je vais avoir. Je suis pas encore tout à fait sûr, mais je pense que je peux te le dire parce que il est assez probable que j'écrive des trucs en plus aussi. J'avais pas pu m'en empêcher pour 2 étés, ça avait quand même donné un supplément qui était plus long que le jeu original. Pendant ce temps dans le métro aussi, après le financement, j'ai ajouté des choses pas prévues. Là, en fait, quand j'ai contacté toutes ces personnes-là pour leur proposer d'écrire pour moi, je leur ai dit, bah voilà, si vous n'avez pas d'idée, voilà une petite liste de choses que moi je pensais éventuellement ajouter au jeu, que vous pouvez prendre en charge. Et il se trouve qu'en réalité, il n'y a que Ray qui a pris quelque chose qui était sur ma liste, c'est-à-dire le playbook de personnages justiciers, qui correspond à Darkwing Duck ou Mister Mask dans la version française de la bande à Picsou. Et tous les autres, ce qu'ils m'ont proposé, c'était des idées à eux, qui sont d'ailleurs vraiment géniales, des trucs auxquels j'aurais pas du tout pensé. Mais ce qui fait que il y a pas mal de choses qui restent de côté. Moi, j'avais par exemple une idée de personnages étrangers au sens vraiment large du terme. Donc ça peut être un extraterrestre, ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver en ville, etc. J'avais envie de faire un playbook d'aventure de type enquête aussi, qui manque un peu voilà, pour faire le tour de tout ce qui est possible. Donc il est quand même assez probable. On verra au niveau nombre de pages, etc., s'il reste de la place, mais c'est possible que voilà, je m'y colle quand même un petit peu, quoi. J'ai le sentiment que ce que tu fais, il y a une grosse influence. Alors, je sais pas si je dirais pop culture cinématographique, quelque chose comme ça. Parce que, enfin, du coup, quand on prend tes gros jeux et pas tes petits, sur Grindon Mall, ben, c'est un petit peu un jeu qui tourne autour du flashback. On a Grindon Mall qui est très dans Teenage Movie. On a l'Aventure à Plume qui, justement, permet de retourner en enfance avec les aventures de la bande à Picsou. Donc, est-ce que il y a un petit peu cette volonté, toi, de mettre en avant les trucs qui te plaisent dans ta culture pour en faire du jeu de rôle ou c'est totalement par hasard? Je pense que c'est pas un total hasard, c'est-à-dire que le jeu de rôle, de toute façon, se nourrit de pop culture, de nostalgie, etc. Il se trouve que, comme je te le disais, moi, tout ce qui touche à la fantasy, etc., c'est pas mon truc, donc c'est pas là-dedans que je vais taper. Il se trouve aussi que tout ce qui tourne autour de l'enfance et de l'adolescence, c'est des sujets qui m'intéressent d'explorer dans le jeu de rôle. Euh, C'était le cas avant que j'écrive des jeux. J'aimais bien voilà, jouer des persos jeunes, etc. Donc, du coup, voilà, ça se trouve comme ça, quoi, ce côté un peu nostalgique. En plus, nostalgie, tu vois, par exemple, Grindon Mall, c'est les années 80. Moi, je suis né en 85. Donc, bon, c'est une nostalgie de quelque chose que j'ai pas connu, quoi. Mais je trouve, bah, voilà, je pense que c'est présent dans le jeu de rôle en général, hein. Quand on joue dans les années 20, c'est aussi pour ça. Quand on joue des héros de fantasy, c'est pas exactement de la nostalgie, mais il y a un côté quand même de retour en enfance qui est assez présent, quoi. Donc non, c'est pas un hasard. Après, est-ce que il y a volontairement une inspiration cinématographique ou audiovisuelle, on va dire, ou même de médias au sens large? Je pense pas. Euh, pour le coup, moi, je fais pas de distinguo dans ma tête entre les jeux courts et les jeux longs. Je vais te dire pourquoi, parce que bah, par exemple, Aventure à Plume, à la base, c'était censé être un jeu court. Un des défis de création pour ce jeu, c'était est-ce que je peux réussir à faire un jeu qui tient en une quinzaine de pages et qui permet quand même de faire des trucs un peu ambitieux. Et en fait, la première version d'Aventure à Plume, qui était d'ailleurs celle que tu as lue, je crois, faisait à peu près ça, c'est-à-dire qu'il y avait les playbooks de personnages, les playbooks d'aventure, 2-3 pages pour expliquer comment mettre en place le jeu, et c'était tout.
Et en fait, bah, il se trouve qu'au fur et à mesure, j'ai des choses, j'ai ajouté des pré-tirés, j'ai ajouté des conseils, j'ai ajouté des machins, des trucs, et puis ça a grossi, quoi. Mais c'était pas prévu comme ça. Et j'ai un jeu en tête sur lequel j'ai pas encore commencé à bosser, dont le principe c'est d'explorer un grand hôtel avec, alors pour le coup, une référence cinématographique assez claire en tête, qui est le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Mais pour l'instant, dans ma tête, c'est un petit jeu. Enfin, c'est un jeu qui va faire quelques pages. Mais en même temps, de temps en temps, j'y pense et je me dis, bon, il est probable, vu ce que je veux faire, que ça soit un peu plus long. Et puis maintenant que je vois que je commence à bien maîtriser comment dire, la mécanique des financements participatifs et tout, peut-être que je vais y avoir recours de manière un peu plus à l'aise. Donc vraiment, il n'y a pas ce distinguo-là. Et je te dis ça parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression, en regardant comme ça mes gros jeux, mes petits jeux, que les petits jeux, c'est les trucs expérimentaux, que voilà, qui vont pas avoir de place ailleurs. Mais vraiment, moi, je le conçois pas comme ça. Et c'est plus des influences. Souvent, c'est quand même, mais la plupart de mes jeux, souvent, la première impulsion, c'est une impulsion un peu ouais, de contrainte ou d'expérimentation au niveau du système de jeu au sens très large, c'est-à-dire à la fois comment on lance les dés, mais aussi comment la partie va se construire. J'aime pas trop me répéter, donc j'aime bien à chaque jeu que je fais essayer d'inventer un nouveau système. Et du coup, souvent, c'est ça, tu vois. C'est tiens, mais comment je pourrais faire un jeu où on joue le même personnage à deux époques différentes? Comment tu gérerais ça autour de la table? Tiens, et si on fait un jeu où tu explores un endroit qui est infini, quelles règles je pourrais inventer pour ça? Pour Aventure à Plume, c'était tiens, à la base, c'était vraiment tiens, je vais faire un Bob, mais un Bob sans playbook d'éléments, avec des espèces de scénarios à la place. C'est souvent comme ça que ça commence, quoi. Après, il se trouve que, bah voilà, comme tout le monde, je suis nourri d'influence pop culture, donc ça va rejaillir, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait écrire son jeu de rôle? Ouais, alors j'en ai parlé il y a pas longtemps, je crois que c'était chez Indécent. Euh, le premier conseil, alors je me pose pas en donneur de leçons dans le sens où voilà, ça fait pas si longtemps que j'écris, je peux pas prétendre être un modèle du genre. Mais clairement, ce qui m'a aidé, moi je vais te dire ce qui m'a aidé moi en fait, et puis peut-être ça va servir à d'autres gens. Ce qui m'a aidé moi en fait, c'est de commencer petit, c'est-à-dire vraiment de me faire la main avec des mini-jeux de rôle qui faisaient tous une ou deux pages. Certains ont fait un peu plus, mais à la base c'était vraiment ça. Parce que il y avait le côté, bah voilà, j'ai une idée qui est assez modeste, je vais en faire le tour. Et c'est vraiment une idée, quoi. C'est pas un jeu où il y a 15 idées à la fois. C'est non, mon tout premier jeu, c'est la Brigade Anti-Paradoxe, parce que j'adore tout ce qui touche au voyage dans le temps. Et donc, quand dans ma tête, je me suis autorisé à écrire des jeux, je me suis dit, ouais, mais il faut que j'écrive un jeu sur le voyage dans le temps, c'est obligé. Et en fait, le premier jeu que j'ai fait, j'ai vraiment tout copié sur les jeux de Grand Tour 8. Il y a plein de tables aléatoires, etc. Mais il y avait une directrice, c'était on joue des gens qui sont un peu des nulos, qui vont essayer de faire une mission et qui vont voyager dans le temps pour ça. Point barre. Et en fait, j'ai fait voilà, le jeu tourne autour de cette idée et ne va pas plus loin que ça. Et je pense que si j'avais commencé à me dire ouais mais attends, ils bossent dans quelle organisation et puis machin et truc, j'aurais jamais fini quoi. Et tous mes mini-jeux, en fait, c'est un peu le même principe. C'est une idée directrice et point barre. Donc ça, c'est le premier truc. C'est vraiment, à mon avis, essayer de trouver un concept qui est assez simple pour le réduire à quelque chose qui permet de faire un jeu court. Ça a bien fonctionné pour moi. Le deuxième, bah, je te l'ai dit, c'est tout simplement de commencer en volant tout aux autres. Je le dis voilà, sur le ton de la blague, mais en vrai, je veux dire, des jeux de rôle, il en existe des tas, et même moi, quand j'écris des jeux aujourd'hui, je pique plein de trucs à d'autres gens, quoi. Je lis plein de jeux, et quand je lis des jeux, souvent je me dis, ah ouais, ça c'est cool. Souvent, comme j'ai en arrière-plan de ma tête les idées de jeux auxquelles que je veux faire, que je veux écrire, en lisant un jeu, je vais me dire, ah mais tiens, telle mécanique, je vais pouvoir l'utiliser pour tel jeu, etc.
Tu vois, pour le jeu d'hôtel dont je parlais juste avant, j'ai lu beaucoup, beaucoup de jeux qui consistent à créer des cartes, à explorer des endroits, etc., pour me faire une idée de ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et clairement, il y a des trucs que je vais piquer, les mécaniques principales, ça va être piqué à d'autres jeux, quoi. Parce que, ben voilà, on peut pas prétendre réinventer la poudre à chaque fois. Il y a des choses qui marchent très bien. Souvent, le mieux, c'est de prendre trois idées de trois jeux différents, tu les mélanges un peu ensemble, et puis voilà. Et d'ailleurs, quand tu lis beaucoup de jeux du commerce, beaucoup de jeux indés qui sortent aujourd'hui, c'est quand même beaucoup ça, de manière plus ou moins avouée. Mais pour moi, c'est pas du tout une honte ou un souci, quoi. Et après, le troisième truc, ça, je pense que c'est plus spécifique à ma manière de faire les choses, mais je pense que moi, me fixer des deadlines fonctionne vraiment bien. Et d'ailleurs, je vois bien que quand je me fixe pas de deadline, comme pour le jeu dont je te parlais tout à l'heure, bah, je traîne parce qu'il y a toujours autre chose à faire, etc. Ça a très bien marché pour les mini-jeux. Parce que bah, il y a le côté, ok, chaque mois, il faut que je sorte un jeu, donc j'ai pas le choix, quoi. Il faut que je bosse vite, faut que je fasse court, etc. Et finalement, les financements participatifs, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, les financements que j'ai faits étaient accolés à des événements, que ce soit ZineQuest, SideQuest, ZineMonth, etc. Ce qui fait que il y a une échéance, quoi. C'est pas le côté, tiens, j'ai fini mon jeu, je vais le proposer en financement. C'est plutôt, ah, au mois de février, il y a tel événement, donc là, il faut que mon jeu il soit fini pour telle date. Et je pense que ces trois trucs à la fois, finalement, ça regroupe un petit peu toutes les choses qui vont bloquer les gens qui écrivent des jeux. C'est-à-dire, quand je discute avec des gens qui écrivent des jeux, souvent ils me disent ah ouais, mais en fait, mon jeu, ça fait 10 ans que je suis dessus, ça fait 300 pages, avec des mécaniques hyper complexes et tout. Et en fait, au bout d'un moment, tu te perds dedans, quoi. Il se trouve que dans mes études, moi j'ai fait une thèse de doctorat, et donc je sais très bien ce que c'est que d'être dans un truc énorme où au bout d'un moment t'es complètement paumé, t'arrives plus à finir, et à un moment faut savoir dire stop. C'est bon, là je mets un point final et je sors le truc, et c'est beaucoup plus facile quand le truc est pas trop long, et que tu as une échéance, soit que tu t'es fixé toi-même, soit que qui t'est fixé par la force des choses, quoi. Et c'est encore plus facile quand une partie du travail est faite par d'autres gens que toi, quoi. Alors j'avoue, j'ai pas trop regardé ce que tu avais fait pendant ce temps dans le métro. Et donc, ben, tu l'as présenté comme un jeu indépendant, mais aussi comme un jeu qui pouvait se greffer sur d'autres jeux, ben, à la construction très narrative, notamment Itrasby, dont on a déjà pas mal parlé. Donc, ben, est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'intéresse, de faire des ajouts sur des jeux existants, étant donné que, ben, comme tu l'as dit, finalement, s'appuyer sur ce qui existe déjà, ça reste une bonne chose en tant qu'auteur. Bah écoute, c'était pas forcément quelque chose que j'avais en tête à la base. C'est effectivement, moi je préfère faire mes jeux, je sais pas comment on pourrait dire en français, mais bref, qui se suffisent à eux-mêmes. Bah voilà, on peut dire comme ça en français. Euh, il se trouve que là, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai lu deux petits jeux sur Itch.io, où je fais quand même très souvent faire mon marché, qui sont exactement sur ce concept-là de, bah voilà, un jeu qui en fait une espèce de mini-jeu que tu peux greffer sur une campagne plus longue. Il y en a un, c'est littéralement tu vas faire ta lessive au lavomatique. Et il peut t'arriver des trucs ou pas, et ça permet d'explorer tes personnages d'une autre manière. Et je trouve le concept assez cool. Il n'est pas impossible que je fasse un truc dans ce ton-là à l'avenir. Et c'est vrai que, alors, pendant ce temps dans le métro, c'est ce que j'avais suggéré. C'est un jeu qui suffit à lui-même, hein. J'ai fait une campagne du jeu. Il n'y a aucun souci pour y jouer tout seul. Mais en fait, comme à la base, c'est un jeu qui est très très inspiré de mes parties d'Itrasby, j'y ai joué initialement, en fait, à la genèse de Pendant ce temps dans le métro, c'est que j'avais fait cette campagne cette partie de 24 heures d'Itrasby. Et pour faciliter le boulot des joueurs et mon boulot à moi, j'avais fait des énormes tables aléatoires pour créer des personnages. En disant aux gens, bah voilà, comme ça, si vous débarquez, vous créez un personnage en 2 minutes. Moi, si j'ai besoin d'un PNJ, c'est pareil. Et ça avait bien marché. C'était des tables que j'avais dans un coin de mon disque dur depuis hyper longtemps.
Et puis, je sais plus, quelqu'un m'y avait demandé accès et je me suis dit: «Ah mais tiens, en fait, c'est trop bête, ce serait pas mal qu'elles servent à quelqu'un, à quelque chose ces tables». Et en fait, le jeu, s'est vraiment, façonné autour de ça. L'idée du métro, c'était, plus le côté, bah, comme ça on peut faire la campagne en table ouverte. Les gens peuvent venir, une partie et puis pas l'autre et ça pose pas de problème et pour moi le décor du métro se collait, très, très bien pour ça, quoi. C'est comme dans un métro, tu montes, tu restes 2 stations, tu ressors, ça fonctionnait bien. Mais du coup, voilà, comme le jeu est très inspiré d'Itrasby, ça me paraissait intéressant de suggérer qu'il pouvait aussi s'insérer, en fait, dans une partie d'Itrasby puisque c'est de là qu'il vient à la base. Après, pour ne rien te cacher, mon secret espoir, c'était aussi que des amateurs d'Itrasby, de Electric Bastion Land, de Troika, tombent sur le jeu avec les bons hashtags, les bons trucs, ils se disent ah ouais, trop cool, je vais m'en servir pour ça. Et en fait, pour ça a pas trop marché. Mais c'est quand même possible. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on arrive sur la fin. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager? Oui, bah écoute, là on est donc le 21 février, il reste encore un peu moins de 5 jours pour la campagne d'Aventure à Plume qui se finit vendredi. Donc je vous encourage à y faire un tour. Voilà, c'est les 5 minutes de promo. Surtout que on a parlé un peu de mes autres jeux là dans cette interview et tous mes autres jeux, on peut les commander en option en version imprimée sur la campagne de financement et c'est non seulement en version imprimée mais un coût réduit par rapport à ce qui seront plus tard. Donc voilà, profitez-en. Et puis C'était merci, très honnête. c'est quand même voilà, le mot de la fin. Bah écoute, merci beaucoup à toi d'avoir participé. Tout simplement, ben, j'espère à une prochaine pour ce futur jeu dont tu ne veux pas trop nous en dire. Avec plaisir. Ciao.